Ma famille et moi nous rendions au dîner de Noël chez mes parents. Comme il était l'heure de manger, ma fille de 4 ans s'est précipitée avec enthousiasme pour s'asseoir à table. Ma mère l'a vue courir et, avant qu'elle ne puisse s'asseoir sur la chaise, elle l'a saisie par les cheveux et lui a donné un coup de pied violent, ce qui l'a fait tomber et cogner sa tête contre le sol. Toute la famille a vu la scène, mais personne n'a dit un mot. Quand j'ai essayé d'intervenir, ma sœur m'a pincé si fort que j'ai saigné et a dit « Fous le camp maintenant. Ne gâche pas la soirée. » Je n'ai ni pleuré ni argumenté. J'ai simplement ramassé ma fille qui pleurait et j'ai dit 3 mots. Ma mère a fait tomber son assiette, qui s'est brisée. Le visage de mon père est devenu blanc. La neige avait commencé à tomber vers midi ce jour de Noël-là. Je me souviens l'avoir regardé depuis la fenêtre de notre appartement pendant qu'Emma sautillait sur le canapé dans sa nouvelle robe en velours rouge, demandant toutes les 5 minutes quand nous partirions pour la maison de grand-mère. Elle pratiquait ses manières depuis des semaines, comment dire s'il vous plaît et merci, comment attendre son tour, comment complimenter la cuisine de grand-mère bien qu'elle n'ait que 4 ans et qu'elle survive principalement aux nuggets de poulet et à la compote de pommes. Maman, est-ce qu'il y aura aussi des cadeaux chez grand-mère, avait demandé Emma, ses boucles sombres s'échappant déjà des tresses soignées que j'avais passé 20 minutes à faire ce matin-là. J'avais souri, bien que quelque chose se soit serré dans ma poitrine même à ce moment-là. Peut-être, ma chérie. Mais souviens-toi, Noël ne se résume pas aux cadeaux. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 40 minutes sous une neige de plus en plus forte. Mon mari, Marc, conduisait prudemment, ses mains fermes sur le volant tandis que j'étais assise sur le siège passager, faisant défiler la discussion de groupe que ma sœur avait lancée ce matin-là. Chloé avait envoyé environ 17 messages concernant la disposition des places, l'heure du dîner et ce que chacun devrait apporter. J'avais contribué avec une casserole et une bouteille de vin. Marc m'avait rappelé 3 fois de ne pas oublier l'un ou l'autre. Mes parents vivaient dans la même maison où j'avais grandi, un vaste domaine colonial dans une communauté fermée où chaque pelouse semblait identique et où chaque famille saluait depuis des porches identiques. Papa avait réussi dans l'immobilier commercial, et maman avait passé 30 ans à s'assurer que tout le monde le sache. L'allée était déjà pleine quand nous sommes arrivés. Le Range Rover de Chloé était garé le plus près du garage, à côté de la Tesla de mon frère Jason. Nous avons dû nous garer dans la rue. Prêt ? A demandé Marc, en coupant le moteur. Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même détaché ma ceinture. Emma vibrait pratiquement d'excitation alors que nous remontions l'allée, sa petite main serrant la mienne si fort que je pouvais sentir son pouls. Elle parlait de ce dîner depuis des semaines, depuis que maman l'avait mentionné lors de notre dernier appel téléphonique. Emma ne voyait pas souvent mes parents, peut-être une fois tous les 2 mois, tout au plus. Ils étaient toujours occupés à voyager, à redécorer ou à organiser des événements pour les associés de papa. Mais elle les aimait quand même, de la manière dont les enfants aiment l'idée des grands-parents, la version des livres d'histoire avec des biscuits, des câlins et une affection inconditionnelle. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous puissions frapper. Chloé se tenait là dans un chemisier en soie crème et un jean de marque, ses cheveux blonds parfaitement bouclés. Elle m'a scruté de haut en bas. Je portais un simple pull vert et un pantalon noir, rien d'extravagant, et son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. « Vous êtes en retard » a-t-elle dit. « Nous sommes en fait en avance de 5 minutes » a répondu Marc calmement. Chloé l'a ignoré. « Tout le monde est déjà là. Entrez, mais enlevez vos chaussures. Maman vient de faire nettoyer les tapis. » La maison sentait le pain et la cannelle, cette odeur artificielle de Noël que maman diffusait dans les conduits d'aération chaque mois de décembre. Les yeux d'Emma se sont écarquillés devant les décorations, l'arbre de près de 4 mètres dans le hall d'entrée dégoulinant d'ornements en cristal, la guirlande enroulée autour de la rampe, la crèche qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Les jumeaux de Jason, tous 2 âgés de 6 ans, faisaient la course dans le salon avec ce qui ressemblait à des voitures télécommandées flambant neuves. Ils n'ont pas remarqué Emma. Maman est sortie de la cuisine portant un tablier rouge sur une robe noire. Elle avait l'air élégante et composée, ses cheveux argentés coiffés en vagues douces. « Vous voilà » a-t-elle dit, son regard glissant sur moi pour atterrir sur Marc, puis sur Emma. Quelque chose a vacillé sur son visage, quelque chose que j'avais déjà vu, mais que je n'avais jamais pu nommer. Le dîner est servi dans 20 minutes. Chloé m'a aidé avec la dinde. Papa était assis dans son fauteuil en cuir près de la cheminée, un verre de bourbon déjà à la main. Il a fait un signe de tête à Marc, m'a complètement ignoré. C'était normal. C'était comme ça depuis que j'avais épousé Marc il y a 5 ans,
depuis que j'avais fait mon choix, comme maman aimait le dire, bien qu'elle n'ait jamais expliqué de quel choix elle parlait. Emma a tiré sur mon pull. Maman, je peux jouer avec les garçons? Peut-être après le dîner, ma chérie. La femme de Jason, Amber, était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux lorsqu'Emma s'est approchée. Les garçons sont occupés en ce moment, chérie. Pourquoi ne t'assieds-tu pas avec ta maman? La froideur dans son ton a contracté ma mâchoire, mais je n'ai rien dit. J'avais appris il y a des années qu'ouvrir la bouche dans cette maison ne faisait qu'empirer les choses. La main de Marc a trouvé le bas de mon dos, un geste silencieux de soutien. Nous nous sommes assis sur la causeuse, Emma entre nous, son excitation initiale s'estompant en une confusion silencieuse. Le dîner a été annoncé par la sonnerie d'une cloche en argent. Maman avait toujours été théâtrale à ce sujet. La table de la salle à manger était dressée avec de la porcelaine que je reconnaissais de mon enfance, celle qu'on n'avait pas le droit de toucher, celle qui ne sortait que pour les grandes occasions. Il y avait des marque-places à chaque couvert. Je les ai rapidement balayées du regard. Papa au bout, maman à sa droite. Ensuite Chloé, son mari Brad, Jason, Amber, les jumeaux tout au bout. 2 sièges. Les miens et ceux de Marc. Aucune place pour Emma. Mon estomac s'est noué. Maman, où est la place d'Emma? Elle ne m'a pas regardé. Les enfants mangent dans la cuisine. Amber a installé une jolie place pour eux. Le visage d'Emma s'est effondré. Mais maman, je voulais m'asseoir avec toi. Elle sera très bien, a dit sèchement Chloé. Les garçons mangent dans la cuisine. C'est plus simple. Les garçons ont 6 ans, ai-je dit en gardant ma voix égale. Emma en a 4. Elle n'a jamais mangé seule. Elle ne sera pas seule. Le neveu d'Amber est là aussi. Le ton de maman ne laissait aucune place à la discussion. J'ai regardé Marc. Sa mâchoire était contractée, un muscle tressaillant près de sa tempe, mais il savait ce que je savais. Faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Alors, je me suis agenouillé devant Emma, lissant ses cheveux. Ce sera une aventure, mon bébé, comme une table d'enfant spéciale. Et je viendrai te voir toutes les quelques minutes, d'accord? Elle a hoché la tête, mais des larmes s'accumulaient déjà dans ses yeux sombres. Amber l'a emmenée, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Nous avons pris place. Papa a dit les grâces, la même prière apprise par cœur qu'il récitait pendant toute mon enfance. Et puis le service a commencé. Dinde, purée de pommes de terre, casserole de haricots verts, petit pain. Tout passait dans le sens des aiguilles d'une montre. La conversation circulait autour de moi, la promotion de Jason, les prochaines vacances de Chloé aux îles Turques et Caïques, l'admission des jumeaux dans une prestigieuse école privée. Personne n'a demandé des nouvelles du travail de Marc. Personne n'a demandé des nouvelles d'Emma. J'aurais tout aussi bien pu être invisible. 15 minutes plus tard, je me suis excusé pour aller voir Emma. Elle était assise à une table pliante dans la cuisine, seule. Le neveu d'Amber était apparemment une fiction. Emma avait dessiné une image sur une serviette, notre famille et des silhouettes bâtonnées se tenant la main. Elle touchait à peine à sa nourriture. « Chérie, ça va ?» Elle a hoché la tête, mais sa lèvre inférieure tremblait. « Quand pourrais-je m'asseoir avec toi ?»« Bientôt, ai-je menti. » Quand je suis retourné dans la salle à manger, Chloé était au milieu d'une histoire sur son récent week-end au spa. Personne n'avait remarqué mon absence. J'ai chipoté mon assiette, mon appétit était complètement parti. Marc a tendu la main sous la table et a serré mon genou. Un autre geste silencieux, mais il n'a pratiquement pas aidé. Puis je l'ai entendu. Un petit fracas venant de la cuisine, suivi de la voix d'Emma, « Je suis désolé. Je suis désolé. » J'étais debout avant que quiconque ne puisse parler. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, ses mains tremblaient. Un verre d'eau brisé à ses pieds. L'eau s'étalait sur le carrelage. Elle m'a regardé avec une terreur pure dans les yeux, et quelque chose en moi a craqué. « Tout va bien, mon bébé. C'était un accident. Je voulais juste te voir, a-t-elle chuchoté. J'étais seul. Je l'ai ramassé, le verre crissant sous mes chaussures. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a enfoui son visage dans mon épaule. Tout son corps tremblait. 4 ans,
et elle savait déjà qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Elle ressentait déjà la différence dans la façon dont cette famille la traitait par rapport aux garçons de Jason, par rapport aux futurs enfants de Chloé, par rapport à quiconque correspondait à leur définition étroite de l'acceptable. Quand je les ramenais vers la salle à manger, je ne pensais pas clairement. Je pensais à toutes les fois où j'avais ravalé ma colère. À toutes les cruautés subtiles que j'avais ignorées, à toutes les manières dont j'avais minimisé leur traitement de ma fille parce que je voulais croire que mes parents pouvaient changer. Emma avait vu les adultes à la grande table, avait vu la jolie vaisselle et la nourriture raffinée, et elle avait voulu en faire partie. Quel enfant de 4 ans ne le voudrait pas? Je pense qu'Emma devrait s'asseoir avec nous pour le dessert, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Maman n'a même pas levé les yeux de son assiette. Nous avons discuté de cela. Elle a 4 ans. Elle ne devrait pas être isolée. La cuisine n'est pas vraiment une isolation, a interrompu Chloé. Arrête d'être si dramatique. La prise d'Emma s'est resserrée sur mon cou. Elle avait commencé à pleurer et des larmes douces, presque silencieuses qui m'ont absolument détruite. J'ai regardé la table, tous ces gens en train de manger, de boire et de rire comme si la douleur de ma fille ne signifiait rien. Comme si elle ne signifiait rien. Je vais lui chercher une chaise, ai-je dit. J'ai posé Emma doucement et je suis allé dans la cuisine. Il y avait une chaise de salle à manger supplémentaire contre le mur. Rien de spécial, mais elle ferait l'affaire. Je l'ai ramenée dans la salle à manger et l'ai placée à côté de la mienne, entre moi et Marc. Le visage d'Emma s'est illuminé. Elle y est montée immédiatement, ses mains jointes sur ses genoux, essayant si fort d'être sage. Absolument pas, la voix de maman a tranché l'air comme une lame. Elle s'assiera ici pour le dessert, ai-je dit fermement. Ce n'est pas négociable. Papa a posé sa fourchette. Ta mère a dressé la table d'une certaine manière. Ne manque pas de respect à son travail. Je ne manque de respect à personne. J'inclus ma fille. Ta fille, a dit Chloé, du venin dégoulinant de chaque mot, et pour y gâter. Tu fais une scène pour rien. Toute la table était devenue silencieuse. Jason fixait son assiette. Amber souriait dans son verre de vin. Brad semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Emma était restée figée sur sa chaise, sa joie s'évaporant alors qu'elle réalisait qu'elle avait causé un problème juste en existant. C'est là que maman s'est levée. Ses mouvements étaient vifs, délibérés. Elle a marché autour de la table, ses talons claquant contre le bois dur jusqu'à ce qu'elle se tienne directement à côté de la chaise d'Emma. « Lève-toi » a-t-elle dit. Emma m'a regardée, confuse. « Maman. »« Emma, reste où tu es, ai-je dit, mon cœur battant à tout rompre. » La main de maman a jailli rapidement plus vite que je n'aurais cru possible et a saisi Emma par le bras, l'arrachant de la chaise. Ma fille a crié. Puis maman l'a poussée violemment en arrière. Emma a trébuché et est tombée, sa tête heurtant le parquet avec un son que j'entendrai pour le reste de ma vie. Ce siège est réservé aux vrais petits-enfants. Dehors. Tout a ralenti. Emma était allongée sur le sol en train de pleurer, une marque rouge fleurissant déjà sur sa tempe. Je me suis dirigé vers elle, mon corps en pilote automatique, mais Chloé a attrapé mon bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau si fort que j'ai senti la peau se déchirer. Le sang a jailli sous ses doigts. Fous le camp maintenant. Ne gâche pas la soirée. Je l'ai regardée. Chloé, ma sœur, qui venait de regarder notre mère agresser une enfant de 4 ans et avait décidé que le problème, c'était moi. J'ai regardé Jason, qui avait détourné tout son corps. Papa, qui sirotait son bourbon comme si rien ne s'était passé. Marc, qui était devenu pâle de choc mais qui se déplaçait déjà pour aider Emma. J'ai dégagé mon bras, laissant du sang sur les ongles manucurés de Chloé. J'ai marché là où ma fille était allongée en pleurant sur le sol, je me suis agenouillé et je l'ai prise dans mes bras. Elle sanglotait contre ma poitrine, son petit corps tremblait, et j'ai senti quelque chose en moi devenir absolument immobile. Pas calme, rien de tout cela n'était calme mais immobile, décidé. Je me suis levé avec Emma dans mes bras. J'ai regardé ma mère, qui se tenait là les bras croisés, son visage tordu par le dégoût. J'ai regardé mon père, qui avait enfin posé son verre, mais dont l'expression restait vide, détachée. Tu ne la reverras jamais, ai-je dit. 3 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Le visage de maman a changé. Le dégoût a vacillé,
remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la panique. L'assiette qu'elle tenait a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol, la porcelaine explosant à travers le bois dur. Le visage de papa est devenu absolument blanc, tout le sang se drainant si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. « Qu'est-ce que tu as dit » a chuchoté maman. « Tu m'as entendu. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es bouleversé. Je m'en vais. Marc, prends nos manteaux. » Il a bougé immédiatement. Chloé s'est mise en travers de mon chemin, son visage laid de rage. « Tu ne peux pas simplement partir. Sais-tu ce que tu fais? En as-tu la moindre idée? Pousse-toi. » Quelque chose dans ma voix a dû l'effrayer, car elle s'est écartée. Marc est apparu avec nos manteaux et nous nous sommes dirigés vers la porte. Les pleurs d'Emma s'étaient calmés en sanglots octants, son visage enfoui dans mon cou. Je pouvais sentir ses larmes imbiber mon pull. Je pouvais sentir le battement rapide de son cœur contre ma poitrine. « Attends. » Papa s'est levé, sa voix tranchante comme un commandement, le même ton qu'il utilisait quand j'étais adolescente, quand il attendait une obéissance immédiate. « Tu ne peux pas faire ça. Pense à ce que tu es en train de jeter. » Je me suis tourné vers la porte, je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Je ne jette rien du tout. Tu viens juste de le faire pour moi. Nous sommes partis. L'air froid nous a frappés comme une force physique, la neige tombant plus fort maintenant, s'accumulant sur les voitures dans l'allée et sur les pelouses parfaites et identiques. Marc a déverrouillé la voiture et je suis monté à l'arrière avec Emma, la tenant toujours, lui chuchotant toujours qu'elle était en sécurité, que ce n'était pas sa faute, que maman était là. Le trajet vers la maison a été silencieux, à l'exception du gémissement occasionnel d'Emma. Les mains de Marc agrippaient le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Une fois à un feu rouge, il m'a regardé dans le rétroviseur, et j'ai vu des larmes sur son visage. À la maison, j'ai nettoyé les égratignures d'Emma, lui ai donné un antidouleur pour enfant et l'ai bordé dans son lit avec son lapin en peluche préféré. Elle s'est endormie presque immédiatement, épuisée par ses pleurs. Je suis resté assise sur le bord de son lit pendant un long moment, à la regarder respirer, ma main posée sur son petit dos. Mon téléphone a commencé à sonner vers minuit. Maman d'abord, puis papa, puis Chloé, puis Jason. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux ont commencé à arriver, chacun étant une variation du même thème, j'exagérais. J'étais égoïste. Je devais penser à la famille, à la tradition, à tout ce que je jetais par-dessus bord pour un malentendu. Je les ai tous effacés. Marc m'a trouvé assise sur le sol de la salle de bain à 2 heures du matin, fixant le mur. Il s'est assis à côté de moi, nos épaules se touchant. « Est-ce que ça va » a-t-il demandé doucement. « Non » ai-je dit. « Mais ça ira. »« De quoi as-tu besoin ?» J'y ai réfléchi. De quoi avais-je besoin? La justice semblait trop abstraite. La vengeance semblait vide. Ce dont j'avais besoin était plus simple et d'une certaine manière plus compliqué que ces deux choses. J'ai besoin de m'assurer qu'elle ne doute jamais qu'elle est aimée, ai-je finalement dit. J'ai besoin de construire quelque chose de meilleur. Il a pris ma main. D'accord, alors c'est ce que nous ferons. Le lendemain matin, Emma s'est réveillée avec un bleu sur la tempe là où elle avait heurté le sol. J'ai pris des photos, documenté tout et envoyé une lettre recommandée à mes 2 parents indiquant en termes clairs qu'ils ne devaient plus jamais nous contacter, et que toute tentative de voir Emma serait considérée comme du harcèlement. J'ai mis Chloé et Jason en copie de la lettre. Je voulais qu'il n'y ait aucune confusion, aucune place pour l'interprétation. Mon téléphone a continué de sonner. J'ai continué de l'ignorer. Mise à jour 3 jours après Noël, j'ai rencontré une avocate. Son nom était Patricia Chen et elle était spécialisée dans le droit de la famille et les cas de harcèlement. Elle a tout écouté, a pris des notes et a regardé les photos du bleu d'Emma avec une expression soigneusement neutre. Ce que vous décrivez est une agression sur mineur, a-t-elle dit. Vous pourriez porter plainte au criminel si vous le vouliez. Je ne veux pas de poursuite. Je veux une ordonnance restrictive, quelque chose de légal qui dit qu'ils ne peuvent pas s'approcher de ma fille. Patricia a hoché la tête. Je peux rédiger cela pour vous, mais je dois vous demander, êtes-vous préparé aux retombées? D'après mon expérience, les familles comme la vôtre ne laissent pas passer ces choses tranquillement. Elle avait raison. 2 jours plus tard, Chloé s'est présentée à mon appartement.
Je l'ai vue à travers le Judas et je n'ai pas ouvert la porte. Elle a frappé pendant 10 minutes, puis a commencé à hurler à travers le bois. C'est de la folie. Tu détruis cette famille pour rien. Maman a fait une erreur. Elle était stressée. Les vacances sont difficiles pour elle. Tu sais comment elle devient. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone et je l'ai tenu près de la porte, capturant chaque mot. Emma va bien. Les enfants tombent tout le temps. Tu es une sorcière vindicative parce que tu as toujours été jalouse de moi et de Jason. Admets-le, tout simplement. Quand elle est finalement partie, j'ai envoyé l'enregistrement à Patricia. L'ordonnance restrictive a été déposée le 2 janvier. Elle interdisait à mes parents, Chloé et leurs conjoints respectifs de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, Marc ou Emma. Elle interdisait tout contact appel téléphonique, courriel, SMS, lettres. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. J'ai spécifiquement demandé que Jason ne soit pas inclus dans l'ordonnance, il avait aussi de jeunes enfants, et une partie de moi croyait qu'il pourrait finir par comprendre. Cette décision s'avérerait importante plus tard. Le retour de bâton a été immédiat. Mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années et des tantes, des oncles et des cousins, tous ayant des opinions sur mes choix, tous convaincus que je faisais une terrible erreur. Le récit que mes parents avaient tissé était remarquablement cohérent, j'étais mentalement instable, vivant peut-être une dépression postpartum avec 5 ans de retard, définitivement influencé par mon mari qui n'avait jamais réussi à s'intégrer à la famille. La blessure d'Emma était un accident, une glissade sur le parquet, rien de plus. Maman était dévastée. Papa avait le cœur brisé. J'étais cruel. Je les ai tous bloqués. Emma, pendant ce temps, semblait s'épanouir sans le poids de ses visites. Elle a cessé de demander quand nous verrions grand-mère et grand-père. Son sommeil s'est amélioré. Son appétit est revenu. Marc et moi avons commencé une thérapie, à la fois en couple et en séance individuelle, pour traiter ce qui s'était passé et comment nous avions permis que cela dure si longtemps. Ma thérapeute m'a posé une question lors de notre 3e séance à laquelle je n'ai pas pu répondre immédiatement. À quel moment avez-vous réalisé pour la première fois qu'il n'acceptait pas Emma? J'y ai réfléchi pendant des jours. La vérité était que je le savais depuis le début. Dès le moment où j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte et que le visage de maman s'était tendu et était devenu étrange. Dès la première fois qu'ils ont rencontré Emma nouveau-née et l'ont tenue pendant exactement 30 secondes avant de me la rendre. Dès chaque anniversaire qu'ils avaient oublié, chaque étape qu'ils avaient ignorée. Chaque visite où elle avait été traitée comme un inconvénient plutôt que comme leur petite fille. Je le savais. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Janvier s'est transformé en février. La Saint-Valentin est passée. Emma a eu 5 ans en mars, et nous lui avons organisé une fête avec ses amis de la maternelle, une petite célébration dans une pizzeria locale avec des ballons, un gâteau et ce genre de bruit chaotique et joyeux que seule une douzaine d'enfants de 5 ans peuvent produire. Elle était radieuse. Elle n'a pas mentionné mes parents une seule fois. Puis, fin mars, Patricia m'a appelé. Nous devons discuter. Pouvez-vous venir à mon bureau? Son ton a glacé mon sang. Je l'ai rencontré le lendemain, Marc à mes côtés, tous deux tendus. Patricia a fait glisser une chemise cartonnée sur son bureau. Vos parents ont déposé une demande pour obtenir des droits de grands-parents. Les mots n'avaient aucun sens au début. Quoi? C'est une disposition légale dans cet État qui permet aux grands-parents de demander des droits de visite dans certaines circonstances. Vos parents soutiennent qu'ils avaient une relation établie avec Emma et que les couper d'elle est préjudiciable à son bien-être. La main de Marc a trouvé la mienne sous la table. Peuvent-ils faire ça après ce qui s'est passé? Ils peuvent déposer la demande. Quant à savoir s'ils gagneront, c'est une autre question. Vous avez la documentation de l'agression, l'ordonnance restrictive, le témoignage de Marc. Mais je dois vous prévenir, ces dossiers peuvent devenir sales. Vos parents ont clairement des ressources. Ils ont engagé Winston & Hall. Winston & Hall était le cabinet d'avocats le plus cher de l'État. Bien sûr, papa les avait engagés. Que faisons-nous, ai-je demandé. Nous nous battons, a dit simplement Patricia. Et nous nous préparons à la possibilité que cela empire avant de s'améliorer. Elle avait raison à ce sujet aussi. Mise à jour finale, l'audience sur la garde a été fixée pour la fin du mois de mai. Dans les semaines qui ont précédé,
j'ai appris des choses sur mes parents que je n'avais jamais su. Des choses que j'aurais peut-être dû savoir mais que j'avais délibérément évité de voir. Cela a commencé par un appel téléphonique de Jason. Il m'a appelé de son propre numéro, et j'étais si choqué d'entendre sa voix que je n'ai pas raccroché immédiatement. « J'ai besoin de te parler », a-t-il dit. Sa voix semblait étrange, tremblante, incertaine. Jason n'était jamais incertain à propos de maman et papa. À propos de pourquoi ils font ça? Je me moque du pourquoi. Si, ça t'intéresse. Parce que si tu savais, tu comprendrais pourquoi tu dois prendre Emma et t'enfuir. Cela m'a arrêté net. De quoi parles-tu? Il a pris une inspiration tremblante. Te souviens-tu quand Emma est née? À quel point maman et papa étaient bizarres à ce sujet? Ils sont toujours bizarres. Ce n'est pas une nouvelle information. C'était différent avec Emma. Ils m'ont posé des questions médicales, sur sa naissance, ses dossiers de santé. Je pensais qu'ils étaient juste des grands-parents trop protecteurs, alors je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais le mois dernier, j'ai trouvé quelque chose dans le bureau de papa. Mon cœur martelait contre mes côtes. Jason? Il y a une fiducie massive mise en place par notre grand-père avant sa mort. Nous n'en avons jamais entendu parler parce que les conditions étaient spécifiques. Elle ne s'active que lorsqu'il y a des petits-enfants biologiques légitimes dans la famille. Légitime et biologique. C'est dans le document original. Les mots ont atterri comme des coups physiques. Quoi? Emma est biologiquement la tienne. Tu l'as portée, mais ils savent que tu as utilisé un donneur pour le père à cause des problèmes d'infertilité de Marc. Pour eux, c'est ça le problème. Le document de fiducie est démodé, il date des années 1950. Il spécifie des petits-enfants issus d'un mariage légal et exclut spécifiquement les enfants conçus par des moyens artificiels ou scientifiques. C'est le libellé exact. Grand-père était apparemment obsédé par la pureté de la lignée. Ma bouche est devenue sèche. De combien d'argent parlons-nous? 47 millions. Le chiffre était si absurde que j'ai presque ri. C'est de la folie. Papa se noie dans les dettes depuis 3 ans. Ses entreprises immobilières commerciales ont mal tourné lorsque les taux d'intérêt ont grimpé en 2022 et 2023, et il a fait des investissements terribles en essayant de se refaire. La maison, les voitures, le style de vie, tout est à effet de levier. Ils sont confrontés à la faillite. Cette fiducie est la seule chose qui peut les sauver, mais ils ont besoin d'un petit enfant admissible pour y accéder. Mais Emma n'est pas admissible. Tu viens de le dire, c'est là que ça devient tordu. Ils ont soutenu que parce que tu as utilisé le sperme de Marc et qu'il a été congelé et stocké avant d'être utilisé. Cela ne compte pas comme des moyens artificiels et selon le libellé de la fiducie que c'est toujours techniquement son enfant biologique, juste avec une conception retardée. C'est un étirement juridique, mais ils ont trouvé un précédent obscur des années 1970. Et ils ont besoin que le tribunal leur accorde un droit de visite afin qu'ils puissent établir une relation continue avec Emma, ce que la fiducie exige aussi une preuve d'un rôle de grand-parent actif. La rage, pure et brûlante, m'a envahi. Ils ont agressé ma fille parce qu'elle ne leur était pas utile, et maintenant ils veulent l'utiliser quand même. Je pense que l'agression était maman perdant le contrôle, a continué Jason. Pourquoi me dis-tu cela? Long silence. Puis, doucement, parce que les jumeaux. Amber avait de graves problèmes d'infertilité. Nous avons utilisé des ovules de donneuse parce que les siens n'étaient pas viables. Les garçons ne sont pas biologiquement les siens. Maman et papa ne le savent pas. S'ils le découvraient, ils essaieraient les mêmes arguments juridiques avec mes enfants. Et je ne peux pas. Je ne les laisserai pas faire subir à mes fils ce qu'ils font à Emma. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Patricia, je lui ai dit tout ce que Jason avait raconté. Elle a écouté, posé des questions clarificatrices et a promis d'enquêter. Ce qu'elle a trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Non seulement il y avait une fiducie avec des exigences biologiques spécifiques, mais mes parents travaillaient avec un avocat en génétique pour réinterpréter le langage de l'ère des années 1950. Ils avaient essayé de faire valoir que l'utilisation de sperme congelé ne constituait pas des moyens artificiels puisque Marc était toujours le père biologique. Plus troublant encore, ils avaient tenté d'obtenir les dossiers médicaux d'Emma à plusieurs reprises par l'intermédiaire de leur médecin de famille, prétendant qu'ils en avaient besoin à des fins d'historique de santé familiale. Essayant de prouver qu'elle avait été conçue,
assez naturellement, pour satisfaire aux exigences archaïques de la fiducie. C'est tiré par les cheveux, a dit Patricia. Un effort massif, mais avec assez d'argent et les bons avocats, parfois ça fonctionne. L'audience elle-même sur les droits des grands-parents était surréaliste. Nous étions assis dans une salle d'audience stérile pendant que l'avocat de mes parents soutenait qu'Emma avait besoin de ses grands-parents, que j'étais vindicative et instable, que les enfants bénéficient des liens avec la famille élargie. Il a présenté des témoins de moralité et des amis de mes parents, des gens de leur cercle social qui ont témoigné qu'ils étaient des grands-parents aimants et dévoués qui avaient été injustement mis à l'écart. Puis Patricia a présenté nos preuves, des photos du bleu d'Emma, le témoignage de Marc sur ce dont il avait été témoin, les dossiers médicaux documentant la blessure d'Emma, l'enregistrement de Chloé hurlant à travers la porte de mon appartement. La documentation de la fiducie et de la motivation financière. Elle a aussi présenté quelque chose que je n'avais pas prévu, le témoignage de Jason. Il s'est présenté en personne, l'air hagard et nerveux, et a tout dit au juge à propos de la fiducie, de la manipulation juridique, des tentatives pour accéder aux dossiers médicaux. Des conversations qu'il avait entendues où papa avait explicitement dit qu'ils avaient besoin d'une légitimité juridique pour accéder à l'argent. Le visage du juge tout au long de ce témoignage était taillé dans la pierre. Quand ce fut au tour de mes parents de répondre, papa a pris la barre. Il a tout nié, a traité Jason de menteur, a suggéré qu'il était mentalement instable. Maman était assise dans la tribune, pleurant des larmes délicates et photogéniques. Le juge n'a pas été impressionné. Je rejette la demande de droit de grands-parents, a-t-elle dit, sa voix tranchant à travers la salle d'audience. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur une agression potentielle sur mineur, une tentative de fraude en relation avec l'affaire de la fiducie et un abus de procédure judiciaire. M. Et Madame Holloway, vous et votre conseil juridique devez vous attendre à un contact des forces de l'ordre. Les larmes de ma mère se sont arrêtées immédiatement. Le visage de papa est devenu gris. Nous avons quitté le palais de justice dans un état second. Patricia m'a serré dans ses bras une étreinte brève et professionnelle qui, d'une certaine manière, signifiait tout. C'est fini, a-t-elle dit. Vous avez protégé votre fille. C'est ce qui compte. L'enquête criminelle a pris des mois. Au final, mes parents ont été inculpés pour agression qualifiée sur mineur et tentative de fraude à la fiducie. Ils ont plaidé coupables à des accusations réduites délits d'agression et fraude civile pour éviter le procès, ont payé des amendes substantielles, ont purgé 90 jours dans la prison du comté et ont été condamnés à 2 ans de mise à l'épreuve. La fiducie est restée inaccessible pour eux, bloquée dans des procédures judiciaires qui dureraient probablement des années. Emma a 7 ans maintenant. Elle se souvient à peine de ce dîner de Noël. Quand elle pose des questions sur grand-mère et grand-père, je lui dis la vérité avec un langage adapté à son âge, que certaines personnes ne sont pas sûres, même si ce sont des membres de la famille. Et que notre travail est de nous entourer de personnes qui nous traitent avec gentillesse et respect. Elle semble accepter cela. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils sont aimés. Parfois, je pense à ces 3 mots que j'ai dit ce soir-là, tu ne la reverras jamais. Et comment ils ont tout changé. Comment un moment de clarté et de choisir ma fille plutôt que le confort de faire semblant que tout allait bien a modifié la trajectoire de toute notre vie. Je pense à la version de moi qui aurait pu rester, qui aurait pu accepter les excuses éventuelles de ma mère, qui aurait pu croire que les choses seraient différentes. Cette version de moi aurait sacrifié le bien-être d'Emma pour l'illusion de l'harmonie familiale. Je suis reconnaissante chaque jour de ne pas être devenue elle. La famille ne se résume pas au sang ou à la biologie. Il s'agit de ceux qui sont présents, qui protègent, qui aiment sans condition ni arrière-pensée. La confiance, une fois brisée par la cruauté et la manipulation, ne se reconstruit pas avec le temps ou l'obligation. Elle nécessite un changement réel, une responsabilité et parfois le courage de partir. Le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants n'est pas le lien avec les gens qui leur font du mal, mais la connaissance qu'ils méritent mieux et la force de l'exiger. Quand nous choisissons l'amour plutôt que la loyauté envers le dysfonctionnement, nous ne perdons pas la famille. Nous construisons quelque chose de plus vrai, de plus sûr et d'infiniment plus précieux.